raconte. Christophe Ondelatte. En avril 2022, la cour d'assises de Bordeaux rend un verdict quasi inédit. Elle décide d'acquitter une jeune femme de 29 ans qui s'appelle Mathilde Raguenel, alors même que celle-ci a avoué avoir tué son ami Kamel Chanty de 2 balles en pleine tête. Elle est acquittée. Pour meurtre, elle encourait 30 ans de réclusion criminelle. Un verdict très surprenant qui a son explication, rassurez-vous, que je vous propose de découvrir au fil de ce récit. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Mathilde Raguenel. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Un matin de novembre 2016, à Pau-d'Insac, près de Bordeaux, sur les berges de la Garonne, les gendarmes découvrent le cadavre de Kamel Chanty. Il a été abattu selon les côtes du milieu. 2 balles en pleine tête. Et ça colle. Il est déjà tombé pour trafic de stupes. Et là, il était sous contrôle judiciaire et devait pointer à la gendarmerie locale. Dans la foulée, les policiers interrogent sa colocataire, Mathilde Raguenel. Elle dit qu'elle n'est au courant de rien. Bon, d'abord, mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos liens avec Kamel? C'est mon ex. Mais on vit toujours ensemble parce que on s'entend bien. Bon, vous devez savoir qu'il y a des tas de gens qui ont des raisons de lui en vouloir à Kamel. Parce que oui, ça lui arrive de carotter des gens parfois. Mais vous, ce soir du 21 novembre, quand Kamel disparaît, vous voyez quelque chose? Vous êtes où? Moi, je suis rentré à l'appartement vers minuit. Il y avait 2 hommes, cagoulés, qui ont tout retourné, ils cherchaient de la dope que Kamel, il disait, leur avait volé. Et Kamel, il était avec un autre homme. Il le suppliait d'arrêter, il disait qu'il leur rendrait tout. Et puis j'ai entendu un coup de feu. Durant toute sa première audition de garde à vue, Mathilde Raguenel manque comme une arracheuse de dents. Elle balade les gendarmes pour tenter de sauver sa peau. Parce qu'en vérité, c'est elle qui a tué son ami de 2 balles dans le crâne, à bout portant. Pan! C'est elle? On peut pas comprendre Mathilde Raguenel si on fait abstraction de sa qualité de toxicopathe. Maître Alexandre Novion, avocat de Mathilde Raguenel. Elle est, à l'époque, véritablement dépendante. Elle est tombée dans le piège des toxiques à l'âge de 17 ans. Le monde va se rétrécir au méridien des besoins, du manque, des calculs, des vols. Et ça, à 17 ans. C'est son père qui vient me voir. Et il m'explique à quel point, effectivement, il a eu le sentiment de perdre sa fille aux aguets, sur le qui-vive, sans arrêt tourmenté par l'angoisse que sa fille disparaisse dans une overdose ou soit impliquée dans un drame comme celui qui, effectivement, lui est tombé sur les épaules à travers cette affaire. Mathilde, prépare-toi. Ton avocat au parloir. Une jeune femme abîmée par la consommation, par la dépendance, par la vie qu'elle a menée, mais une jeune femme intelligente, sensible, dont l'apparence est terriblement contradictoire avec les terribles faits qui lui sont reprochés. Mathilde,
Vous avez beaucoup hésité avant de dire ce qui s'est passé. Maintenant, je suis avec vous. Donc il faut tout me dire. J'étais à notre appartement avec Abel. J'allais me barrer, quitter cette colocation. Tout était prêt dans ma voiture. Et puis ce soir-là, vers minuit, on a frappé à la porte. Kamel a ouvert la porte pour voir qui c'était. C'est là que le cauchemar a commencé. Il y a un homme qui va s'interposer, très vite, qui va forcer l'entrée. 2 hommes qui vont suivre, avec une très très grande violence, vont se livrer tout de suite à de l'ultra-violence et frapper Kamel avec des objets, notamment avec une batte de baseball. On a une violence à la Orange Mécanique. Hein. Ils sont quasiment inarrêtables. Cette ultra-violence, le rythme qu'elle a, la vitesse à laquelle elle s'accomplit, c'est comme une foudre qui tombe tout d'un coup dans ce lieu très resserré. Et là, Mathilde, vous faites quoi quand ces 3 hommes frappent Kamel? Je pouvais rien faire. J'étais sur le canapé, sidéré. Vous vous rendez pas compte de la violence qu'ils ont déployée sur lui? Vous les connaissiez, vous, ces 3 hommes? Un seul. Romain, c'est le dealer de quartier. Je connaissais sa meuf. Et je les avais vus tous les 2 dans l'après-midi. Et après avoir frappé Kamel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui a tué Kamel? Ils m'ont obligé à tirer sur Kamel. Ils m'ont obligé, maître. C'est moi qui ai tiré. J'avais tellement peur d'eux que j'ai tiré. Elle le fait pour sauver sa propre vie. C'est-à-dire que si elle ne tire pas, elle sait qu'elle va mourir. Elle sent qu'elle va mourir. Quand ils sont partis, ils m'ont dit que si je les balançais, je finirais avec une balle dans la tête comme Kamel. J'étais effrayé. Mais moi, maître, j'ai jamais voulu tuer Kamel. Ils m'ont obligé. C'était lui ou c'était moi. Le fait d'être mis en accusation pour des faits aussi graves ont entraîné une forme de choc. Mais de choc au sens de se poser la question, parce qu'elle n'est pas idiote, le choc de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi en suis-je arrivé à ce stade? Docteur Paul Bonan, expert psychiatre. Donc quand je la rencontre, elle était déjà dans cette situation de vouloir se libérer des produits, car elle commençait à faire un travail sur elle-même de critique que ce comportement et ces prises de drogue étaient à l'origine finalement de son enfermement, mais aussi donc de toutes les difficultés qu'elle avait pu rencontrer depuis l'adolescence. Code B13, expertise psychiatrique du docteur Paul Bonan. Mathilde Ragnel a 30 ans. Elle est née le 20 octobre 1987 à Bruges. Elle est célibataire, sans enfant. Elle est titulaire d'un BEP de viticulture et d'œnologie obtenu en 2004. Sur le plan familial, ses parents se sont séparés alors qu'elle avait 9 ans. Elle a été élevée par sa mère, son père la recevait, mais elle devait se débrouiller seule. Une enfance compliquée par rapport au divorce des parents, et la séparation qui l'aurait cassée en quelque sorte. À l'adolescence, une forme de rébellion, de contestation. Et vers 14 ans d'ailleurs, elle est impliquée dans le vol d'un scooter. Elle était en refus scolaire, elle fugue, elle ment sur ses notes. C'est le début de son instabilité psychocomportementale. Et donc, à ce moment-là, c'est avec
la connaissance d'un conjoint, qu'elle va vers la dérive. Code B13. Expertise psychiatrique du docteur Paul Bonan. Des antécédents judiciaires de Mathilde Raguenel, on relève. En 2011, une condamnation à 30 mois de prison avec sursis ayant été mise en cause dans un commerce international de produits toxiques. Et en 2015, un accident de la circulation sous l'emprise de toxiques ayant entraîné un retrait de permis de conduire de 6 mois. Enfin, il y a une dizaine d'années, Mathilde Raguenel a été poursuivie pour des vols de chèques chez son arrière-grand-mère. Voler sa grand-mère, c'était sa solution de facilité pour avoir de l'argent, pour continuer à se droguer. C'était pas que le cannabis, c'était quand même des choses beaucoup plus fortes. Ecstasy, MDMA, cocaïne, etc. Donc quand on est dans ce domaine-là, on ne voit plus que soi. Et les autres, finalement, on les utilise. Donc finalement, un parcours que l'on peut qualifier à ce moment-là presque d'asocial, de psychopathique, si on ne prend pas en compte la dimension de son mal-être profond lié à ses ruptures, lié à son incapacité finalement à se stabiliser, mais aussi à accepter une certaine forme de contrainte sociale. Et donc, c'est quelqu'un qui s'attache à essayer d'être reconnue, et pour être reconnue, elle se trouve au mauvais endroit avec des mauvaises personnes. Madame Yves, expliquez-moi, comment en êtes-vous arrivé à tirer sur votre ex-compagnon qui était toujours votre ami? J'étais terrorisé. J'avais vu les coups qu'il lui avait mis. Il y en a un qui m'a quand même ordonné de couper la langue de Kamel. Bon, ça, j'ai refusé. Et c'est là qu'ils m'ont obligé à tirer sur lui, quoi. En fait, de ce qu'elle dit, c'est qu'elle-même est terrorisée par tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle observe, et en plus, on lui met dans la main un revolver, et on l'oblige à tirer elle-même. Et elle explique qu'elle était sous l'emprise, sous la domination totale de ces hommes, et qu'elle a été dans l'obligation finalement de tirer plusieurs coups de feu avec ce revolver, et ensuite avoir même été témoin du fait que cet homme a été jeté dans la Garonne. Ensuite, docteur, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai rien dit aux gendarmes. J'étais morte de peur. J'ai raconté n'importe quoi. Je faisais que changer de version. J'étais perdu, quoi. Et je me défonçais pour effacer toutes ces images que j'avais dans la tête. Elle est tout à fait, dans son récit, me semble-t-il, en tout cas, au moment où je la rencontre la première fois, totalement crédible par rapport à ce qu'elle ressent de cette scène et des conséquences de cette scène et du traumatisme qu'elle vit au cours de cette scène, avec la réviviscence de ce qui a pu se passer, avec la brutalité de ce qui a pu se passer et avec tout ce que la terreur qu'elle-même a pu ressentir, pensant même à un moment donné que ça allait se retourner contre elle par rapport au fait que ces gens étaient totalement déterminés à vouloir récupérer leurs produits. Après 3 ans de détention provisoire, Mathilde Raguenel est remise en liberté sous contrôle judiciaire. Une décision évidemment vécue comme insupportable pour la famille de Kamel Chanty. Je défends Raphaël, le frère de Kamel, et une de ses sœurs. Maître Julien Plouton, avocat de la famille de la victime. Ils sont à ce moment-là évidemment très remontés, ils sont en colère par rapport à cette décision, parce qu'ils ont le sentiment depuis le départ que Mathilde Raguenel est au cœur du dossier et ils la tiennent effectivement pour principale responsable de ce qui a pu se passer et du décès de leur frère. Ils ont beaucoup de mal à entendre ce qu'elle peut dire, et ce d'autant que Raphaël a connu Mathilde Raguenel
à une époque antérieure où elle était en couple avec son frère. Il a eu des échanges avec elle immédiatement après les faits, alors que l'enquête vient à peine de commencer, que les enquêteurs sont à la recherche de Kamel, que son corps n'a pas encore été retrouvé. Raphaël, en fait, s'inquiète et cherche à avoir des nouvelles de son frère qu'il n'a pas eu depuis plusieurs heures. Et il va avoir un échange avec Mathilde Raguenel qui va lui mentir en lui indiquant qu'elle l'a vu le matin même, alors qu'en réalité, il est déjà décédé. Ce mensonge initial va totalement impacter sa vision à lui par rapport à l'implication de Mathilde Raguenel dans ce dossier. L'instruction est terminée. Le procès devant la cour d'assises se profile. Mais avant, le président demande à l'expert psychiatre, le docteur Bonon, de rencontrer Mathilde Raguenel une dernière fois. 4 ans se sont écoulés depuis les faits. Le président de la cour d'assises veut savoir si elle a évolué. Et si oui, comment ? Elle a profondément changé. Elle est devenue une femme de son temps, une femme de son âge, une mère de son âge, une femme en couple, une femme impliquée dans son couple et dans son rôle de mère, et une femme qui a parfaitement intégré que la dérive qu'elle a pu avoir était une dérive malheureusement sans fin et qui ne pouvait se terminer que par un drame. Quand je la rencontre 4 ans plus tard, elle était inscrite dans une trajectoire de vie structurante. Elle était une mère qui était prête à assumer ses fonctions maternelles, tant sur le plan affectif que sur le plan éducatif. Et elle était surtout très engagée dans la poursuite de son abstinence aux produits isotoxiques, car quand je la rencontre, en effet, elle me produit un certain nombre d'examens biologiques qui démontrent que depuis plusieurs mois, c'était clean chez elle, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune utilisation de produits exotoxiques. Faites entrer l'accusé. À l'ouverture du procès, moi je découvre en réalité, parce que je ne l'ai jamais rencontrée auparavant, une femme qui ne correspond pas du tout à l'image que l'on pouvait se faire d'elle au travers de la procédure et des descriptions qui avaient pu en être faites. Au moment du procès, c'est une femme qui a pris du poids, mais comme elle est grande, elle est plutôt élégante. Elle est dans la maîtrise de son émotion, elle s'exprime avec une maîtrise verbale assez impressionnante. Et puis, force est de constater, il faut le reconnaître, et c'est, j'allais dire, tout à son honneur, qu'elle a complètement changé le cours de sa vie. Elle est insérée, elle a passé des diplômes, elle a eu une expérience professionnelle, elle s'est mise en ménage avec un compagnon, c'est une jeune mère. Et elle est effectivement dans un discours qui consiste à formuler une certaine autocritique quant à son passé de polytoxicomane, qui peut expliquer le cheminement qui a été le sien. Donc effectivement, la Mathilde Raguenel qui est jugée devant la cour d'assises n'est plus la Mathilde Raguenel qui s'est retrouvée impliquée dans cette affaire. Ce sont quasiment 2 femmes différentes que l'on peut approcher dans ce dossier. Il y a toujours derrière la toxicomanie quelque chose qui est mystérieux et troublant. Maître Alexandre Novion, avocat de Mathilde Raguenel. En fait, le toxicomane, c'est quelqu'un qui serre les dents devant la vie. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, peut-être choisit l'autre côté parce qu'il est mal dans sa peau. Contrairement à ce qu'on pense, les gens qui sont tombés dans la toxicomanie ne sont pas des abrutis, sont des gens souvent sensibles, intelligents, mais qui, à un moment donné, ont un problème devant l'existence, qui n'ont pas réussi à surmonter, et puis qui sont aussi les victimes de cette prostituée aventureuse qu'on appelle la curiosité. La cour! C'est une des affaires les plus importantes de ma vie. D'abord, ça a été un des procès les plus longs, les plus éprouvants, parce que véritablement, j'étais seul contre tous. Et tout le monde semblait avoir intérêt, avoir envie de ce que Mathilde plonge et qu'elle soit condamnée. Elle est présentée comme une femme machiavélique, c'est la femme et le serpent, c'est la sorcière, c'est la diabolique, c'est la menteuse, c'est la manipulatrice.
Monsieur Barillet, vous étiez dans cet appartement. Vous avez porté des coups sur Kamel Janti. Qu'est-ce que vous nous diriez du rôle de Madame Ragnel? Avant d'en arriver là, elle nous a monté le chou. Elle nous avait dit qu'il nous carottait, qu'elle était prête à le buter, elle savait ce qu'elle faisait. Quand on était en voiture, elle nous a dit qu'elle était prête à le finir. Pour vous donner la configuration du véhicule, vous avez Romain qui conduit, vous avez Cédric, l'un des hommes de main, à côté de lui. Derrière le conducteur, vous avez Mathilde. Au milieu, vous avez un autre homme de main, David. Et sur la droite, derrière le siège passager, vous avez la victime. À ce moment-là, et Mathilde le dira de manière avec une certaine constance, il y a une arme qu'on va faire passer depuis l'avant du véhicule vers l'arrière. Et Mathilde, à ce moment-là, ce n'est plus la victime qui sera menacée, parce que la victime est déjà perdu toute cohérence. Et donc, celle qu'on surveille à ce moment-là, celle qu'on braque, c'est Mathilde. La voiture est silencieuse, il y a comme une espèce d'odeur mentale qui s'installe dans l'habitacle, et on va se retrouver dans les bois, dans ce bois de Virlade, où Kamel Janti va trouver la mort. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, on va le faire sortir du véhicule. Sorti du véhicule, il va être demandé à Mathilde de lui couper la langue, ce qu'elle va refuser. Il va prendre encore des coups. Et là, il y a un conciliabule, une conversation en aparté, qui va se tenir entre le chef et ses deux hommes de main. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la fille? Parce que la fille, elle en a trop vu. Parce que la fille, elle est capable de les dénoncer. C'est là que va être décidé de cet horrible protocole. Tu vas peut-être réussir à sauver ta vie si tu lui tires dessus. Il y a deux armes. On va la mettre à proximité de la victime. La victime qui ne bouge plus, quasiment, à moitié agenouillée. L'un des auteurs, c'est Cédric en premier, va lui mettre l'arme dans la main avec un mouchoir, va lui baisser la main, guider en quelque sorte la main vers la tête de la victime, et elle va tirer un premier coup. Elle va tirer un premier coup alors qu'elle est mise en joue par Romain qui la menace avec une deuxième arme. On va lui demander de tirer une deuxième fois, on va lui donner une deuxième arme. L'un des auteurs va lui refaire le même processus avec le guidage, le mouchoir posé sur la main, et là elle va tirer une deuxième fois, deuxième balle dans la tête de la victime. Il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui vont dans le sens de la position de Mathilde Raguenel. Maître Julien Plouton, avocat de la famille de la victime. C'est-à-dire le sens d'une contrainte, d'une menace, mais qui en même temps a pu à un moment donné se retrouver totalement dépassée par le schéma qu'elle avait mis en place, dont son unique intérêt qui consistait à faire intervenir différentes équipes au domicile de Kamel Janti pour y récupérer du produit stupéfiant et peut-être de l'argent en espérant toucher sa part. À l'époque des faits, Mathilde Raguenel est une polytoxicomane. Je pense qu'elle est animée par un seul désir, c'est celui d'avoir sa consommation ou de l'argent pour sa consommation. Et elle agit de façon effectivement très ambiguë. Elle a cette capacité, cette duplicité qui est absolument prépondérante et qui est reconnue, qu'elle va finir par reconnaître d'ailleurs. Il y a quand même un témoin qui est venu nous dire qu'elle avait pu indiquer avant les faits que si on lui donnait une arme, elle allait le tuer et que son corps allait finir dans la Garonne. C'est quand même comme ça que ça s'est terminé pour Kamel Janti. Et ça fait froid dans le dos quand on entend cela. Maître Novion,
À votre tour d'interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, vous êtes le frère de Romain, et c'est vous qui avez nettoyé sa voiture après le passage des accusés et de la victime dedans. C'est ça? Oui, c'est ça. Il va dire que son frère, à cette occasion, va lui parler, lui dit qu'il était parti récupérer la drogue chez Kamel, mais que les 2 furibards avec qui il était ont été dépassés par les événements. Bien sûr, c'est pas lui, il se met pas au centre des choses, mais il dit les autres ont été dépassés, les choses sont allées trop loin, et puis finalement, il dit il a fallu se débarrasser de la fille. Et le frère, dans sa déclaration, indique que la manière dont il en a parlé, la manière dont il a parlé de la fille, la manière dont elle a été contrainte de tirer, est effectivement qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. C'était elle ou lui. Ce témoignage, ça va être un témoignage qui va tomber un peu comme une douche sur les juges et les jurés. Il y a un cheminement, il y a un accompagnement, en tout cas de mon côté, auprès de mes clients, vers cette prise de conscience que l'audience peut-être effectivement évoluer, basculer, qu'on peut se diriger vers un acquittement, et ce d'autant qu'on se rend compte très rapidement que c'est la lecture du dossier de l'avocat général qui, systématiquement, en ce qui concerne Mathilde Raguenel, va poser des questions à décharge. Il s'est manifestement pris d'une empathie pour cette jeune femme, et il intervient plus en avocat de la défense qu'en avocat général, en tout cas en ne posant pas des questions à charge. Donc on comprend très vite qu'on ne va pas avoir affaire à des réquisitions de condamnation sur les faits criminels en ce qui la concerne. Mais en même temps, leur ressenti est toujours le même quant au rôle prépondérant qui a été celui de Mathilde Raguenel dans ce dossier. Moi, tout mon travail va être effectivement de mettre en avant ce rôle absolument prépondérant et déterminant pour qu'il soit quand même retenu au moment de la décision s'agissant de la question de la culpabilité. Maître Naufion, vous avez la parole pour la défense de Mathilde Raguenel. Mesdames et messieurs les jurés, je veux d'abord observer que ma cliente est ici en tant que coupable dès le départ. Le juge a fait d'elle une machiavélique. Il s'est montré d'un bout à l'autre certain qu'elle est la meneuse d'un petit réseau de délinquants et qu'elle essaie forcément de sauver sa peau. Mais moi, voyez-vous, j'aimerais que vous regardiez cette affaire sous un autre angle. Sous l'angle de la psychologie. Sur ce que vit Mathilde à l'époque. Elle est en pleine descente aux enfers d'une dopée. Mais aujourd'hui, elle vous l'a prouvé, ça. C'est du passé. Du passé. Il y a une phrase de Baudelaire que j'aime beaucoup qui dit que les chercheurs de paradis font leur enfer. Mathilde, c'est une femme qui a rencontré ce monde à l'âge de 17 ans, à travers un garçon qui va devenir son petit ami, qui va faire en sorte que de simple consommatrice, elle va vite devenir quelqu'un qui va être amené à vendre pour assurer sa propre consommation. Tout est conditionné par la prise. Et les fuseaux horaires ne se déclinent plus par rapport à la pendule, mais en réalité, l'horloge de leur vie, c'est la prise. Et vous vous retrouvez en quelques mois, en quelques années, avec un enfant qui est devenu voleur, qui est devenu menteur, dont vous ne pouvez plus avoir confiance, qui est capable d'aller vous voler. Le redressement est compliqué, toujours.
C'est les réserves que formulait le docteur Bonan, d'ailleurs, à son propos, en disant il est impératif, si elle veut se réinsérer, si elle veut pouvoir effectivement se radouber au monde normal, il est indispensable que effectivement elle soit totalement sevrée des stupéfiants et qu'elle arrête totalement et qu'elle soit en rupture totale avec la toxicomanie. Code B16, seconde expertise psychiatrique du docteur Paul Bonan. La dangerosité de Mathilde Raguenel sur le plan psychiatrique est nulle chez un sujet n'ayant aucun trouble mental avéré. Sur le plan social, voire criminologique, Mathilde Raguenel exprime des regrets et des signes de compassion par rapport à la victime. Le risque de récidive apparaît limité, notamment dans le cadre d'une responsabilisation pénale. Toutefois, il faut indiquer la fragilité de cette femme en lien avec ses antécédents de consommation de produits exotoxiques, ainsi que son instabilité psycho-comportementale et sentimentale. Romain Barillet est condamné à 25 ans de prison, David Authier et Cédric Pinel écopent de 18 ans, et Mathilde Raguenel est acquittée. Là, j'ai vu Mathilde flageoler sur ses jambes. Elle s'est retournée vers moi, les yeux embués de larmes. Moi-même, j'étais en larmes. Son père était en larmes. Ça n'était jamais arrivé dans une affaire d'homicide. C'est un cas d'école. C'est à Bordeaux, dans l'affaire Raguenel, qu'on a pu reconnaître qu'une femme qui avait tué un homme de 2 balles dans la tête l'avait faite non pas avec la liberté de sa volonté, mais sous l'effet d'une force contre laquelle elle ne pouvait pas résister. Mathilde Raguenel est acquittée du meurtre de Kamel Gentil, mais elle n'est pas libre pour autant. Elle écope de 5 ans pour association de malfaiteurs, et elle file le soir même en prison. Je crois que ça met en évidence la difficulté à trancher à laquelle a été confrontée la cour d'assises. Maître Julien Plouton, avocat de la famille de la victime. La cour a considéré, je ne peux pas le critiquer en tant qu'avocat, que le doute devait lui bénéficier sur l'effet de meurtre, mais que néanmoins son rôle dans ce dossier avait été prépondérant puisqu'elle est là à chacune des étapes, que c'est elle qui va tisser le lien entre chacun des protagonistes, qu'elle va attiser la colère qui va finir par s'abattre comme une vague scélérate sur Kamel Gentil avec toutes les conséquences que l'on sait. Donc c'est une décision qui vient quand même consacrer la responsabilité morale prépondérante et immense de Mathilde Raguenel dans le décès de Kamel Gentil. C'est comme cela que cette décision a été entendue, comprise, puis finalement acceptée par les parties civiles que j'assistais dans le cadre de ce procès. Voilà pour ce numéro de On de la Traconte version Code B. Aujourd'hui, il était signé Guillaume Maury, réalisation de Mathieu Fret. Retrouvez On de la Traconte Code B tous les vendredis dès 6h sur votre plateforme de podcast.